Microfilm. Microfilm, bonsoir. La musique mystérieuse, envoûtante, la petite musique sentimentale qu'on vient d'entendre, c'est celle qu'on entend, enfin c'est une de celles qu'on entend dans Les Ailes du Désir, dont la première sortie, on reviendra là-dessus après, a eu lieu depuis mercredi. Une seconde sortie est prévue pour plus tard. On reviendra sur cette sorte de sortie en 2 temps, qui est un peu une nouveauté. Mais en même temps que toute la presse mondiale, on est là, trépignant d'impatience et toujours content de parler avec l'auteur du film, Wim Wenders. Donc bonjour Wim, tu étais déjà venu une fois à l'émission pour parler de Tokyo-ga. On avait parlé du Japon, de Ozu. Tokyo-ga était un film pas mineur, mais une sorte d'étude comme ça, en passant, un petit divertissement personnel, quelque chose de très modeste et de très sensible à la fois. Les Ailes du Désir, c'est... disons, c'est la grande forme, comme on dit, la grande forme et la petite forme en musique. C'est un vrai film. C'est un vrai film. C'est un film donc, qui est passé à Cannes, qui a eu le prix de la mise en scène à Cannes. Bon, comme tu avais déjà eu la Palme d'Or avec Paris Texas, je pense que ça ne se fait pas de la donner 2 fois au même cinéaste. Tu aurais d'ailleurs peut-être pu arbitrer cette sorte de grand duel qu'il y a eu pour la Palme d'Or entre les Russes qui ne sont pas mis d'accord entre eux et Piala qui a finalement se retrouvé dans le rôle d'outsider. Mais tu étais finalement un petit peu hors compétition, disons, déjà un peu dans la même position que, disons, Fellini quand il envoie un film à Cannes et on dit, bon, il a déjà eu la Palme d'Or pour le Dolce Vita, donc on est très honoré de l'avoir parmi nous, mais il n'aura plus la Palme d'Or, alors on lui invente des prix. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a une reconnaissance unanime maintenant sur ta place dans le cinéma, et tes films font partie des événements qui sont attendus. Alors néanmoins, celui-ci est plutôt surprenant. Moi, je l'ai vu, je ne savais pas grand-chose sur le film. C'est toujours bien de voir les films quand on n'a pas trop lu à l'avance des choses dessus. Et on a beau connaître un petit peu de quoi tes films sont faits. Dès les premiers plans, bon, on sent que c'est quelque chose d'assez nouveau, en tout cas d'assez unique, et d'assez unique dans le cinéma actuel. Les Ailes du Désir, bon, maintenant les gens savent, c'est une histoire d'anges, mais c'est surtout une histoire d'anges qui veulent redevenir humains. Donc ça, j'aimerais qu'on parle, mais tout à l'heure, on ne parlera plus, parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est est-ce qu'il y a encore de l'humain dans les films? Est-ce qu'on n'est pas rentré dans une période où on définit l'humain par ce qui lui est périphérique, c'est-à-dire tantôt le diable, tantôt les anges? Donc ça, c'est une question générale. Mais quand même, si je peux t'interrompre, c'était un peu pour pouvoir montrer les humains que j'ai inventé les anges. C'était justement, on peut même dire, une rusée, on dit ça? Une ruse. Une ruse pour pouvoir montrer les gens dans la ville de Berlin. Tout le monde dans ce film, tous les gens qui apparaissent, ils sont vus par les anges. C'est-à-dire une femme qui apparaît, une femme turque qui apparaît dans une blanchisserie, elle est vue par un ange, et au moment où elle est vue, elle joue le rôle principal du film. Tous les gens du film, quand les anges les visitent et les voient, deviennent les héros du film. Alors ce film-là, avec cette ruse des anges, parle un peu vraiment de tout le monde. C'est comme ça que les anges, à travers les anges, j'ai pu montrer les humains. Alors les anges, bon, ça peut se voir dans 2 sens différents. D'une part, ça peut être le personnage de l'ange, qui est un personnage mythologique,
Dans pas mal de religions, il y a des anges. Et puis, on peut dire aussi angélisme. Et quand on dit qu'il y a de l'angélisme quelque part, ça veut dire aussi une certaine conception du monde où on n'aime pas beaucoup parler de la violence, de la mort, de ce qu'il peut y avoir de très violent, de terrible dans le désir, par exemple. L'angélisme, c'est aussi une certaine mièvrerie, une certaine façon d'être optimiste ou idéaliste à bon compte. Et est-ce que tu n'as pas peur des fois qu'on puisse te dire, oui, mais il y a des anges, mais de toute façon, les films de Wim Wenders ne sont pas des films où on essaie d'aggraver ce qui est grave déjà. On essaie au contraire de sauver quelques moments, de sauver des personnages, de maintenir des émotions. Est-ce que c'est pas ça aussi, l'ange pour toi? C'est-à-dire quelqu'un qui ne pourrait pas être méchant, parce que de toute façon, même quand c'est pas des anges chez toi, il n'y a pas de méchanceté chez toi. Les personnages ne sont jamais mauvais, maléfiques ou travaillés par le mal. Je pense au film de Piala, parce que les films sortent en même temps. Là, on a un bon exemple d'un film qui dit « il y a le mal sur Terre ». Et puis, il y a un autre film qui dit non, il y a des gens qui vivent et être humain est déjà quelque chose de tellement beau et tellement extraordinaire que on va pas en plus faire une différence entre les humains. Je crois que, parce que je reconnais tellement qu'il y a le mal, que je trouve chaque seconde qu'on le représente, chaque seconde qu'on en parle, c'est une seconde de perdu pour parler du bien. Alors, je ne vais pas parler du mal, parce qu'on lui fait trop d'honneur, tu vois. Chaque seconde parler de Le Pen sur la télé française, ces jours-ci, c'est une seconde de perdu, je trouve. On lui fait trop d'honneur, par ainsi dire. Non, ça c'est évidemment une attitude absolument radicale, mais est-ce que c'est pas donc à cause de ça que tu as besoin des anges pour qu'après on ait une sorte d'accès aux hommes? Parce que les anges ne pensent pas à mal. Oui. Il y a quelque chose qui est drôle, c'est que c'est, bien qu'il n'est pas tellement évident, est nécessaire de parler du bien, de la gentillesse et de la tendresse. Ce qui est drôle que dans le cinéma, pas seulement dans le cinéma, mais je parle du cinéma, c'est difficile d'en parler parce que d'une drôle de manière, c'est pas si attractif que le mal, que la violence. C'est pour ça que que la plupart des films parlent de ça, de la violence, parce qu'il est pas seulement plus facile, c'est aussi plus attractif d'en parler. Alors de nouveau, je reconnais que peut-être Mes anges, c'était une ruse pour pouvoir parler de la gentillesse. Parce que quand même, à travers les anges, il y a quand même un côté fantastique à travers lequel on a le droit de regarder les humains, la gentillesse, la bonté aussi, un peu avec des yeux un peu nouveaux. On s'étonne, il y a des anges, alors on s'étonne, on se dit qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils font, et à cause de cet étonnement, on est un peu plus attentif à des choses très simples, normales. Alors, il faut parler un peu dans le détail de tes anges. Ils sont deux. Enfin, ils sont trois, en fait. Mais disons, il y en a deux qui sont les personnages principaux du film. C'est pas des anges au sens de l'ange gardien. C'est-à-dire que chacun aurait un ange gardien qui lui appartiendrait en propre et qui l'aide ou qui le surveille ou qui le soutient. C'est plutôt des petits reporters, en un sens, qui viennent de l'espace, qui viennent de l'éther plutôt que l'espace, et qui prennent des notes, qui essaient de comprendre ce qui se passe, alors qui évidemment entendent ce qui se passe dans la tête des gens, qui essaient d'observer les comportements, de prendre des notes, comme s'ils allaient rendre compte quand même de ce qu'ils ont vu sur Terre. Et c'est là que tu utilises beaucoup donc le texte de Peter Handke, donc, qui est un écrivain célèbre autrichien, qui est la seule voix qu'on entend pendant très très longtemps dans le film, et qui est une sorte de petit bilan de ce qu'on peut appeler des repérages. Disons, les anges font un repérage au milieu de l'espèce humaine. Ils sont tombés sur la ville de Berlin et ils essaient de reconstituer à partir de ça ce que c'est que d'être humain. Et puis, il y en a un des deux qui, depuis visiblement assez longtemps, est tenté de
passer le cap. Je pensais à la phrase de Murnau, dès qu'il eut franchi le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre. C'est drôle parce qu'on pourra parler de ça, parce que c'est tout le cinéma allemand qui a toujours été extrêmement intéressé par ça à l'époque du cinéma muet, mais ça allait dans le sens, on fait un pas et on est en plein fantastique. Où on est dans le royaume du mal, où on est chez Nosferatu, où on monte au ciel. Là, c'est l'opération inverse, c'est-à-dire que ces gens-là sont déjà dans le ciel, et dès qu'ils ont franchi le pont, ils sont sur Terre. Et ils deviennent terriens, parce que finalement, il n'y a rien de plus désirable que d'avoir des sensations. Ouais. Et justement, c'est difficile de parler de ça. C'est difficile de parler dans un film comment c'est magnifique de pouvoir toucher quelque chose, de pouvoir boire un café, de pouvoir sentir la pluie dans le visage quand on marche. C'est tellement quotidien que c'est difficile d'en parler. Alors, il faut inventer des anges pour pouvoir dire, nous, les hommes, c'est nous les privilégiés. On peut faire des expériences tout le temps. On peut regarder les enfants tout le temps. On peut se promener tous les jours et regarder. On peut rencontrer d'autres gens tout le temps. On a quand même le privilège fantastique de vivre. Et c'est tellement mieux que l'éternité. Quand j'étais enfant, j'avais une petite prière que je faisais tous les soirs. Ça avait à faire avec les anges qu'il y avait autour de moi, et il y en avait 6. Il y avait un petit ange derrière ma tête, il y avait un au pied, il y avait 2 sur les 2 côtés, et puis, pour vraiment être sûr, il y avait encore un en bas et un en haut. Un enfant bien gardé. Oui. Alors, chaque fois que je faisais cette prière à mes 6 anges, j'avais pitié d'eux. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils doivent s'ennuyer à me garder là. En plus, ils sont là depuis toujours, ils vont être là pour toujours. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est veiller, c'est quoi? Veiller, ouais. Veiller, et puis probablement chanter. Je croyais qu'ils chantaient aussi tout le temps. Alors je me suis dit, ça doit être super chiant, l'éternité. Et l'éternité, pour moi, c'était l'idée qui m'a fait peur le plus quand j'étais enfant. Ça m'a fait beaucoup plus peur que la mort. Je dois dire que la mort, bon, ça m'a fait peur et ça m'a rendu triste. L'idée que, par exemple, mes parents allaient mourir. Je me suis imaginé ça. Mais encore plus terrible était l'idée de l'éternité. Et un peu de cette idée m'est restée. Et je dois dire que j'ai peut-être fait un film avec des anges à cause de ça. Parce que c'est tellement beau que tous les jours on peut se lever. On fait des expériences. Et en effet, si on veut, on peut les faire tous les jours comme si c'était la première fois. Et c'est de ça que parle le film. Et c'est ça que l'ange devient homme. Parce qu'il veut faire des expériences. Et lui, en effet, il les fait pour la première fois. Il boit un café pour la première fois. Il se frotte les mains pour la première fois. Il va embrasser cette fille pour la première fois. Et pourquoi ça ne serait pas toujours la première fois? C'est drôle parce que ce que tu dis, ça évoque aussi ce que pas mal de cinéastes qu'on admire plutôt, toi et moi, on dit. Par exemple, Mizoguchi disait il faut se laver les yeux entre chaque plan. Il y a cette idée que le cinéma, ça vaut le coup si on retrouve le sentiment que personne n'a jamais filmé avant et qu'on va faire le premier plan. Donc on va refaire éternellement l'entrée du train en gare de La Ciotat et qu'en un sens, d'ailleurs c'est quelque chose qui se dit, Piala disait ça il n'y a pas très longtemps, et Godard avait dit ça aussi un jour, par provocation, c'est le plus grand film de l'histoire puisque c'est le premier. Donc il y a cette sorte de recherche de l'innocence, disons de l'outil, en tant que l'homme est un outil puisqu'il a des sens, il a 5 sens. Sauf qu'on a quand même le sentiment qu'avec le temps, et le cinéma commence à avoir un certain âge, il faut effectivement, comme tu dis, de plus en plus de ruses pour obtenir ça. Ouais. Et même un véritable travail, travailler à se rendre innocent. Ouais. Et est-ce que ça tient un peu à toi, mais ça tient aussi à l'âge qu'a le cinéma, non? C'est un peu plus difficile maintenant.
ça devient de plus en plus difficile d'être innocent parce qu'en plus, le cinéma a tant de compétition. Au début, il n'y avait que le cinéma, il n'y avait que les images du cinéma et tout le monde allait voir sur les écrans, c'était des événements. Encore quand j'étais petit, comme il n'y avait pas la télé, une fois par semaine, il y avait les comment ça s'appelle en français? Les nouvelles. Oui, les informations. Les informations. Oui. Au cinéma, oui. Au cinéma. Les images du Oui. monde entier. Alors, c'était magnifique. Et chaque image était tellement plus importante qu'aujourd'hui, il y a tant d'images tout le temps sur tous les écrans que l'image même devient inflationnaire. Mhm. Et le cinéma est un peu fait partie de cette inflation. Mhm. Alors, qu'est-ce qui fait le cinéma? Il essaie d'échapper à cette inflation en créant des images qui sont de plus en plus sensationnelles, c'est-à-dire qu'on ne voit justement pas à la télé. Ce qui fait que le quotidien ne fait plus partie du cinéma. Et toi, pour retrouver le sentiment du quotidien et pour le voler à la télévision, pour lui redonner du prix, tu es obligé de faire un cinéma terriblement conscient de lui-même, terriblement cultivé, avec beaucoup de références, comme si se rendre innocent était devenu un véritable labeur. Sauf si un jour un ange passe et te donne l'idée que peut-être, avec un film où il y a des anges gardiens au chômage, on pouvait peut-être quand même toucher à quelque chose de très simple, très innocent, très naïf même, que on peut regarder avec des yeux nouveaux. C'est pour ça aussi que ce film-là parle tellement d'enfants et que, en effet, dans ce film, c'est les enfants qui voient les anges. Et après tout, les anges dans ce film-là, c'est, si on veut, une métaphore pour le regard de l'enfant, parce que c'est eux qui voient les enfants, qui voient tous les jours, comme si toute cette inflation d'images n'existait pas. C'est eux qui voient tous les jours avec curiosité et gentillesse, ce qu'ils ne connaissent pas encore. Une autre façon de regarder. Je pensais à quelque chose, parce que je t'ai vu à la télévision dans l'émission de Denisot. Tu regardes la télé, toi? Oui, moi je regarde beaucoup de télévision en ce moment. Moi aussi, j'essaie de me refaire une innocence, donc je pactise avec le mal. Mais c'est bien, parce que quand on a une culture de cinéphile, on comprend très vite la télévision. Le cinéma, c'est quand même plus compliqué. Alors, c'est la guerre des étoiles, ces jours-ci. Voilà. Mais il y avait dans cette émission de Denisot, à un moment, comme il y avait Rio Bravo qui passait le même jour, Denisot a cru malin de te dire, votre film, il est magnifique, compliqué, complexe. Bon, il n'avait rien compris, visiblement, parce qu'il t'a même supplié de donner des clés, ce qui ne se fait pas. Et tu lui as dit, ça m'a fait rire, parce que c'est quelque chose de tellement évident à répondre, mais vous savez, Rio Bravo, c'est un film très très compliqué. Et moi, j'ai revu pour la 50e fois Rio Bravo ce soir-là. C'est un film où à chaque fois, je suis sidéré, je pense jamais la même chose du film, je change tout le temps. Et je me disais, mais c'est ça aussi qu'il cherche, Wim Wenders. Il cherche à filmer aussi simplement que Dean Martin quand il fait la ronde de nuit ou quand il boit une bière, parce que là, bon... Et je pensais que c'était une bonne comparaison, puisque Howard Hawks était un cinéaste sensualiste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui croit uniquement au témoignage des sens. Donc c'est pas un cinéaste très corporel, disons beaucoup moins que Ford, disons, mais c'est un cinéaste de l'épiderme, d'essence, quoi. Et je me disais, mais oui, mais c'est 58 Rio Bravo, c'est 87 Les Ailes du Désir, et c'est devenu plus difficile. Et Denisot est très naïf, pour ne pas dire pire. Ah oui, en plus, moi, justement pour être dans l'émission, j'ai dû quitter le Rio Bravo. À côté, tous les techniciens regardaient Rio Bravo, et nous, on était condamnés à quitter le film et se mettre devant les caméras, quoi. Voilà, déjà,
Parce que si on garde cette idée comme ça des sensations, c'est-à-dire que ce qui est beau, c'est de boire un café, c'est de marcher dans la rue, simplement c'est d'exister. C'est un peu existentialiste d'ailleurs, on pourrait dire. Moi, je pensais à l'une des plus belles histoires que j'ai lues, parce que je le dis parce qu'elle elle a créé chez moi le même genre d'émotion dont tu parlais quand tu étais enfant. C'est une nouvelle de Borges qui s'appelle L'Immortel, où quelqu'un est devenu immortel, donc fait partie d'une population étrange qui sont les immortels, qui existent depuis tellement longtemps qu'ils ont tout oublié. Et lui essaie désespérément de traverser un fleuve particulier. Il sait que quand on traverse ce fleuve, on redevient mortel. Et il traverse ce fleuve et il se coupe, enfin, dans les ronces, il y a une épine, et il voit le sang couler, et il dit « Sauvé, enfin, je redevenais mortel ». Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est dans fiction, je crois, hein, c'est un truc assez connu. Ce qui est beau, c'est l'idée que les immortels, ils sont arrivés justement dans l'état que toi tu crains, c'est-à-dire dans l'état où il n'y a plus de sensations, puisqu'elles se sont saturées, et les gens sont en train de perdre même la mémoire. Ouais. Et ils trouvent comme ça une sorte de zombie, enfin un être vraiment qui n'a plus visage, qui est cadavérique, etc. Et ce type a écrit l'Iliade dans le temps, c'est Homère. Et un jour, comme ça, très péniblement, il y a un mot qui est Argos. Argos, c'est le chien d'Ulysse, et le type, sous la pluie, tout d'un coup, a une illumination, il dit « Ah oui, Argos, le chien d'Ulysse », il dit « J'ai écrit ça, ça fait très très longtemps ». Et c'est exactement ce sentiment et cette sorte de peur que moi, je sais pas, que je comprends assez bien, que la seule chose dont on est sûr qu'on a, c'est-à-dire nos sensations, pourrait s'émousser, et qu'il faut absolument lutter contre ça. D'où les anges, qui, eux, n'ayant aucune sensation, viennent dire aux humains, vous savez, c'est formidable. Tout à fait. Tu vas me donner ce livre-là. Oui, je vais même te l'offrir. D'accord. Bon, mais enfin là, on est en train de parler d'une seule chose du film. Le film, évidemment, est terriblement complexe. Il est long, il est plein à ras-bord de pistes. Je trouve qu'il est offert, je dirais même un peu trop, il est offert à l'interprétation d'une façon extraordinaire. Je pense qu'un bon critique de cinéma devrait faire 50 feuillets faciles. On peut prendre comme ça au hasard des pistes. Bon, il y a une piste Berlin, par exemple. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas tourné en Allemagne. Et moi, à un moment, je pensais même que tu faisais tout pour ne pas retourner en Allemagne. C'est vrai. Donc, à quel moment tu as dit, si c'est l'Allemagne, c'est Berlin? Je me suis rendu compte moi-même que c'était comme ça, que j'avais fait des films, et justement pour éviter de regarder mon propre pays. Et après Paris-Texas, j'ai quitté les États-Unis, je suis revenu en Europe, j'ai vécu un peu entre Paris et Berlin, et même là, j'avais pas pris de décision du tout de tourner en Allemagne ou à Berlin. C'était un peu seulement par le fait que j'étais quand même assez souvent à Berlin que tout d'un coup, un jour, je me suis dit, mais voilà, il y a quelque chose que tu aimes vraiment dans cette ville, quelque chose qui fait que en ce moment, tu pourrais en effet tourner là, parce que tu étais longtemps absent, tu as encore le regard de curiosité, tu n'es pas encore assez chez toi, alors c'est maintenant ou jamais que tu as le droit ou même l'obligation de tourner là. Et en effet, ce film, on est fait vraiment d'un jour à l'autre. Le moment où je me suis dit, tu devrais tourner un film à Berlin jusqu'au premier jour de tournage, c'était même pas 2 mois. C'est une ville qui a beaucoup changé ces dernières années, je trouve, qui a accepté à jouer son rôle. C'est-à-dire, c'est une ville qui a toujours, depuis la guerre, montré l'histoire allemande et qui maintenant le fait avec une certaine fierté et honnêteté. C'est-à-dire, on arrive dans cette ville, si on ne la connaît pas, et on est frappé tout de suite
par le fait que le passé, c'est quelque chose qu'on peut vivre, qu'on peut sentir partout, mais c'est pas quelque chose d'enforcé. C'est-à-dire, c'est une liberté qu'on a dans cette ville de retrouver le passé. Il ne faut pas. Il y a des cicatrices partout. Il y a des grands trous dans cette ville. Il y a des no man's land partout. Il y a les maisons partout qui à l'époque avaient des maisons à côté, à gauche et à droite, et maintenant ils sont toutes seules. C'est-à-dire, il y a les murs qu'en général, dans les villes, on ne voit pas parce que c'est les murs à l'intérieur des maisons. C'est la maison à côté qui s'attache. Et ces murs, on les voit toujours. C'est-à-dire, on voit, pour ainsi dire, l'intérieur de cette ville souvent. Et on voit les blessures et les cicatrices. La plus grande, bien sûr, étant le mur elle-même qui entoure cette ville. Et comme la ville est entourée par un mur, qui, pour ainsi dire, limite la liberté, et il y a un énorme besoin de liberté dans cette ville. Un énorme besoin de liberté, et à cause de ça aussi une énorme tolérance. On voit des gens du monde entier, on rencontre tous les jours dans tous les cafés, dans la rue, et partout des étrangers qui tous sont arrivés un jour sans rester, parce que d'une drôle de manière, c'est tous des gens qui ne seraient pas arrêtés ailleurs. C'est tous des gens qui n'avaient pas le besoin de s'arrêter, mais qui ont, pour ainsi dire, qui avaient besoin d'une ville de Berlin pour les arrêter. Ça, c'est une qualité énorme. C'est un peu comme ça que je me suis toujours imaginé New York au 19e siècle. C'est-à-dire, dans le mot même, the melting pot, il y avait toujours cette idée que des gens arrivent du monde entier avec toutes sortes de différents langages et qu'ils ont envie de communiquer, de disparaître, pour ainsi dire. Berlin, c'est un peu comme ça. Il y a toutes sortes de gens du monde entier qui sont disparus dans cette ville. Et peut-être également que le thème de l'ange, ça permet de se livrer à quelque chose qu'on rêve de faire, comme par exemple sauter le mur, comme on dit, faire le mur. Il y a quand même un moment dans le film où la caméra, comme ça, d'une façon très, très élégante, qui est au-dessus, qui surplombe la ville, passe par-dessus le mur, fait un petit saut. Ouais. Et il y a un aspect de rêve d'enfant réalisé. Enfin, on est dans un état de lévitation, tout est possible, on saute le mur, et c'est toujours la réalité, ça continue. Ouais. Donc c'est quand même rétablir aussi une sorte d'unité. Ouais. Moi j'aime beaucoup les deux villes, c'est-à-dire, moi j'aime beaucoup Berlin-Ouest, c'est là que je vis, et j'aime beaucoup être à l'Est. Et pour moi, j'ai tout à fait accepté qu'il y a ces deux villes-là. Alors, moi je passe pas beaucoup de temps, pour ainsi dire, à imaginer que ça redevienne une seule ville. Au contraire, je dois dire presque que je suis content qu'il y a ces deux villes-là. Parce que le fait qu'ils sont deux, avec le mur qui les sépare, a fait que toutes les deux ont gagné une identité. Et c'est justement ça, ce qui me manque dans les autres villes allemandes. C'est parce que tu m'as demandé pourquoi Berlin. Les autres villes allemandes, c'est des villes amorphes. C'est des villes qui se perdent dans une anonymité assez affreuse. Berlin ne se perd pas parce qu'il y a une définition, c'est le mur. Et donc tu es un partisan de ce que Strobel appelait dans le temps non réconcilié, nicht versöhnt. Tout à fait. Il faut maintenir les deux termes parce que ce qui va compter, c'est comment on passe de l'un à l'autre. Ouais. Et chacun peut devenir un passeur. Et c'est le passage qui définit les deux. Moi, je suis tout à fait d'accord. Alors dans le film, il y a quand même une histoire
parce qu'on essaie de tenir en même temps le fil de la conversation et le fil de la narration du film. Il y a donc ces deux anges, un qui est joué par Otto Sender, qui n'est pas connu en France, mais qui est un grand acteur de théâtre en Allemagne, que moi je trouve formidable. Et il y a Bruno Ganz, qui lui est très connu. Donc Bruno Ganz décide de devenir humain, mais ce qui précipite sa décision, c'est qu'il tombe amoureux d'une jeune femme qui est trapéziste dans un cirque. Donc qui est, elle aussi, saisonnière, c'est-à-dire le cirque vient, s'en va. Visiblement, c'est pas un cirque très très riche. Il squatte la ville plutôt qu'autre chose. Mm-hmm. Elle va danser dans une grande discothèque et elle est, disons, désaffectée. C'est-à-dire qu'elle pourrait être, elle est d'ailleurs filmée comme, disons, les victimes d'un vampire auraient pu être filmées dans un vieux film genre Nosferatu. Elle est offerte à quelque chose qui pourrait s'investir, qui pourrait l'investir. Mais là, elle n'est pas investie par le mal, elle est simplement accompagnée par une présence qu'elle sent confusément. Et cette présence devient effective lorsque Bruno Ganz décide de la retrouver et donc d'apparaître en chair et en os devant elle. Donc là, il y a un parti pris esthétique très simple et que tout le monde comprend immédiatement, c'est que lorsqu'il y a de l'affect qui commence à passer, quand il y a de l'émotion, hein, c'est comme quand le sang circule plus dans le corps, qu'on a le sentiment d'exister, donc ce que tu cherches dans le film, la couleur apparaît. Ouais. Et le film finit en couleur alors qu'il a commencé dans un noir et blanc dont on dit rapidement qu'il est signé par Henri Alcan, donc que les gens pour qui le cinéma c'est des belles images, ils seront servis. Le cinéma c'est pas seulement les belles images, mais quand c'est aussi des belles images, pourquoi pas le dire. Le cinéma est assez affreux quelquefois quand c'est que des belles images. Oui, c'est en général insupportable, mais... Fallait dire ça quand même. Quand même, Henri, c'est quelqu'un qui, bien qu'il a produit des belles images, plus belles que d'autres, c'est un chef opérateur qui a toujours d'abord voulu raconter quelque chose. Il n'est pas à la recherche de la belle image, il faut le dire. Bien sûr. Donc c'est un très très beau noir et blanc, contrasté, où les gens qui connaissent bien l'histoire de la photographie reconnaîtront beaucoup de choses. Et puis ça devient un film en couleur, mais pas en couleur criarde, en couleur également assez simple, assez modeste, un petit peu pastelisée. Berlin est une très belle ville, mais pas une ville spectaculaire. Et c'est la couleur qui finit par l'emporter au moment où, finalement, devenu humain à part entière, donc l'ange, habillé d'une façon invraisemblable. Il faut raconter ça, hein, parce que quand il arrive, quand il devient homme, il est habillé comme il était déjà habillé comme ange. Et il fait un peu... On dit cadre en français. Il a un manteau gris. Oui. C'est un peu moche. Alors la première chose qu'il fait, il s'achète des habits différents. Et les habits qu'il aime, une fois devenu homme, il faut dire, il a l'air plutôt d'un Turc. Il y a beaucoup de Turcs à Berlin. La plus grande population turque en dehors de la Turquie, c'est à Berlin. Et notre ange, une fois devenu homme, il paraît que son goût, c'est plutôt turc. On était très étonnés, nous aussi, quand on a tourné cette scène. Et il fallait décider vraiment le jour avant. Alors, il va maintenant changer d'habit, qu'est-ce qu'il va mettre? On a essayé toutes sortes de choses et finalement, on s'est rendu compte qu'un ange, quand il apparaît, à quoi est-ce qu'il veut rassembler? Et nous tous, on était d'accord avec Bruno. Ce veste-là, en rouge et bleu, et ce chapeau, c'était bien. Il ressemble à un Turc. Alors, depuis, on peut peut-être regarder les Turcs à Berlin avec des yeux un peu différents. C'est peut-être tous des anciens anges. Alors ça, c'est une des pistes du film. Il y a dans le film un personnage donc, qui est joué par Peter Falk, que tout le monde connaît parce que c'est Columbo. Et Peter Falk joue un rôle très très proche de ce qu'il est dans la réalité. Il joue le rôle d'un acteur américain à qui on a demandé de faire un rôle dans un film qui se tourne en Allemagne. Et il y a d'ailleurs
un très très long morceau du film qui est consacré au tournage lui-même. Je dirais qu'il y a un petit côté félinien. C'est-à-dire on est au cœur de quelque chose d'assez obscur, assez compliqué, assez sombre. On tourne un film de guerre, visiblement, et lui a une sorte de regard un peu ironique de grand professionnel américain, que ça amuse un peu. Et puis, il est le seul qui fait liaison avec les anges, enfin, parce que lui-même est un ancien ange. Et il y a donc cette hypothèse qu'après tout, un nombre non négligeable d'humains seraient tout simplement des anges, mais qui ne sont pas des anges déchus, mais des anges qui ont réussi leur passage à l'humanité simple. Ce tournage-là, auquel il participe comme vedette, Colombo, il s'en fout un peu. Il est là, il fait son boulot, et entre les prises, on le voit en train de faire des dessins. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché quand Peter Falk est arrivé au tournage. C'est ce qu'il a fait. C'était pas dans le scénario, c'est ce qu'il a fait. Il avait son sketchbook et quand il tournait pas, il s'est mis dans un coin et il a commencé à faire des dessins de tout le monde, des figurants, de l'équipe, de tout le monde. Il a dit, j'ai commencé ça il y a longtemps. Comme acteur, il y a toujours ces grandes pauses, on fait rien, on s'ennuie. Alors, il a cherché quelque chose qu'on pourrait faire qui serait quand même en relation avec tout ce qui se passe. Et il a découvert le dessin. Il a fait une école, il a vraiment appris ça. Et maintenant, il fait des dessins. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a vraiment énormément plu. Je savais rien de ça. C'était un côté de lui qu'on a découvert au tournage. Et je lui ai demandé, est-ce que ça te gênerait si on met ça dans notre film? Que tu fais des dessins quand tu tournes pas. Je trouvais ça aussi tout à fait angélique. C'était une autre preuve que vraiment on avait trouvé un ancien ange pour jouer le rôle d'un ancien ange. En plus, ses dessins étaient vachement beaux. Il avait un peu honte de les montrer. Il est tout à fait modeste, il faut le dire. Et il a fait des dessins vraiment très très beaux, mais il n'a jamais voulu les montrer. Et la première scène qu'on a tournée avec lui, il a dit, d'accord, je dessine dans le film si tu veux, mais tu dois me promettre qu'on ne va pas voir ce que j'ai fait. Ça a pris longtemps à le convaincre plus tard qu'on pourrait faire de nous donner le droit de faire aussi l'insert sur ce qu'il dessine. Mais le choix même de Peter Falk, c'est pas un choix innocent, puisque il est connu beaucoup pour Colombo, un petit peu pour les films de Cassavetes, et c'est quelqu'un qui, déjà dans son rôle de Colombo, est quelqu'un de gentil est un mot faible, mais quelqu'un qui fonctionne bien intellectuellement, mais qui n'a absolument aucune haine, qui est plutôt qui ne se met pas en avant, qui est bon. Déjà, le personnage de Peter Falk, son image, c'est déjà quelqu'un qui a plutôt une sorte d'immense intérêt pour l'espèce humaine, qui démasque les coupables, mais ça ne lui profite pas à lui. Enfin, ça ne le rend même pas très très heureux de dénoncer, d'avoir raison finalement surtout. Et on sent que c'est le même personnage dont tu hérites, que tu prolonges dans le film. C'est pas un contre-emploi du tout, c'est la suite de son personnage. Ce qui est aussi étonnant, que lui-même, il n'hésite pas du tout de représenter ce personnage. C'est-à-dire très souvent avec des acteurs, quelque chose qu'ils ont fait il y a longtemps, et surtout un travail pour la télé, ils en ont marre, quoi. Peter Falk, dans la rue, quand les gens le reconnaissent comme Colombo, il n'a pas du tout marre de représenter ce Colombo, c'est-à-dire d'être Colombo pour les gens. Au contraire, ça lui plaît vachement. Il sait qu'il a compris qu'il a apporté beaucoup aux gens et qu'il a une énorme responsabilité aussi aux 2 billions de gens qui le connaissent dans le monde entier. Ça m'a beaucoup frappé. C'était pas un poids pour lui du tout. Je me suis attendu à ça. Je me suis dit, ça doit le faire chier, tous les gens. Et toujours Colombo, même 10 ans ou 15 ans après la série, au contraire. Mais ce qui vaut pour Colombo vaut aussi pour la trapéziste, parce que c'est des gens qui ont une image. Bon, Colombo est
est connu. La trapéziste est un personnage de fiction, mais ce qu'ils donnent, ce qu'ils offrent, donc leur corps, ce qu'ils savent faire, faire du trapèze, ils l'offrent en toute innocence aussi. Il y a une sorte de... Il y avait moins de fiction là-dedans quand même. Presque de sainteté, quoi. Il y avait moins de fiction avec Solveig qui jouait la trapéziste. Parce que justement, elle la faisait, la trapéziste. À la fin du tournage, les gens du cirque voulaient la garder comme trapéziste. Alors, il y avait vraiment une réalité là-dedans. Excuse. Et c'était bien aussi qu'elle le faisait, qu'elle était vraiment capable à faire le trapèze. Qu'il y avait ce côté presque documentaire. Dans le film, comme beaucoup d'aspects du film, justement parce qu'il y avait la fiction ultime des anges. C'était le regard des anges qui permettait qu'en même temps, à côté de cette fiction, il pouvait y avoir existé quelque chose de tout à fait direct et documentaire. Mais ce qui est intéressant, si on reprend le débat un petit peu général sur le moment où ton film arrive, un petit peu dans l'histoire du cinéma, c'est que on a le sentiment qu'au début du cinéma, c'était plutôt les gens normaux qui voyaient une image extraordinaire, qui les étonnait ou qui les faisait rêver, qui voulaient appartenir à cet espace. Je pense que la plus belle scène dans ce sens-là, c'est dans Sherlock Junior de Buster Keaton, où Buster Keaton va vers l'écran, et puis il rentre dans la fiction. Et puis après, il en est expulsé, et puis il rentre, et donc il y a une sorte de frontière qu'on passe dans les deux sens, mais il est clair que les gens qui sont dans la salle de cinéma veulent rentrer dans l'écran. Ça a été certainement l'âge d'or du cinéma. Et puis après, il y a eu des moments où des cinéastes, des gens comme Godard ou Rossellini, par exemple, ont montré quelqu'un qui voulait rentrer dans l'image, mais l'image n'était jamais qu'un écran qui leur tombait dessus, comme dans Les Carabiniers, par exemple. Et puis je crois qu'on est dans une troisième phase maintenant dans l'histoire du cinéma que tu représentes. Mais par exemple, je pense aussi à Woody Allen, à propos d'un film que je trouve surestimé, mais dont au moins le point de départ est formidable, c'est La Rose pourpre du Caire. Où là, c'est le contraire. C'est est-ce qu'on peut, une fois qu'on est coincé dans cette image lumineuse, bigger than life, tout ça, est-ce qu'on peut revenir dans la salle de cinéma, vu que la salle s'est beaucoup dépeuplée en plus, vu que la crise du cinéma fait que maintenant il y a plus de monde de l'autre côté, du côté de l'écran, du côté de la mémoire, du côté des mythes, des posters. Et est-ce qu'on peut revenir dans la salle de cinéma? Mais ça pose des questions très intéressantes parce que quelqu'un qui était simplement un petit bonhomme dans une salle de cinéma qui voulait appartenir au monde mythologique, enchanté, il se faisait un habit de conte de fées, disons. Il se faisait un corps exceptionnel. Tandis que quelqu'un qui appartient à cet espace et veut redevenir humain, il faut qu'il redevienne maladroit, il faut qu'il redevienne empoté, normal, et il faut que les cinéastes inventent la beauté de ça. Donc il faut passer par les anges et par cet espace irréel de la toile de cinéma pour nous retrouver à nous, humains, spectateurs, un peu de charme, un peu de... Et c'est pas du tout le même travail, c'est-à-dire que c'est visiblement beaucoup plus difficile quand même. Ouais, c'est vrai. Il faudrait qu'on libère l'écran de tout ce qu'on a mis dedans pour pouvoir avoir de nouveau un écran qui serait comme l'écran des premiers jours, un écran qui nous montrerait de nouveau le monde. Oui, mais ça, il ne sera plus jamais comme ça. Hein. On se demande ce qui va se passer. Le moment où l'écran ne sera plus là pour refléter l'image cinématographique par l'image d'un projecteur qui fait tourner 24 fois par seconde une image de film. Mais qu'est-ce qui va se passer si cet écran, ce sera un autre gigantesque écran de télévision? Est-ce qu'on pourrait encore, et même, est-ce qu'on pourrait une fois même y passer une image comme ça, une image simple, quotidienne?
Parce que par exemple, c'est une question qu'on se pose devant une invention aussi impressionnante que la géode. Tu sais, il y a eu récemment à Paris un festival, le premier festival Omnimax à la géode. Bon, à la géode, c'était un peu primitif au départ, mais ça commence à se raffiner. Du fait qu'on a maintenant un écran circulaire énorme, qui quasiment engloutit le spectateur. Qu'est-ce qu'on montre? On montre de nouveau les oiseaux, les montagnes, les volcans, les satellites. Et la caméra est dans un état d'apesanteur. On ne voit plus du tout dans cette mise en scène-là comment, sur un écran absolument gigantesque, qui est beaucoup plus grand que soi, qui nous encercle, on pourrait remettre, disons, l'homme en train de marcher dans la ville. On pourrait remettre Rio Bravo. Et j'ai le sentiment que toi, tu tiens compte de ça. C'est en quoi tu es un cinéaste de notre temps, réellement. Mais, comme beaucoup d'artistes, tu avances arculant, c'est-à-dire tu avances les yeux tournés vers le passé, qu'on voit s'éloigner de plus en plus, en disant c'était comme ça, c'était formidable, mais on ne peut pas ne pas avancer. Mais comme on ne veut pas regarder ce qui nous guette, ce que tu dis, qui est encore très, très mystérieux, on avance en regardant le passé qui s'éloigne, comme disons c'est un effet de rétroviseur. Voilà. Ouais. Est-ce que tu es conscient de ça? Je suis conscient de ça, justement, parce que tous les moyens qu'on utilise, la caméra, les rails, la grue, toute la machinerie cinéma, ça fait qu'on ne peut pas faire autrement qu'en même temps regarder. Ça fait longtemps que le cinéma veut échapper à la pesanteur, par exemple, avec les grues, avec... Tout le temps, il y a tout le temps des nouvelles inventions, mais qui font quand même... qui font quand même jamais que l'image cinématographique perd son poids. Je sais pas. Parce que d'un côté, on est un peu nostalgique du cinéma auteur d'homme, pour parler comme Howard Hawks, mais on ne sait plus le faire, et deux, c'est pas ça non plus qu'on a envie de faire. On a aussi envie de montrer que les caméras se sont autonomisées, c'est des personnages maintenant à part entière, la caméra. Très souvent, dans les films actuels, c'est la caméra le personnage principal. Donc du coup, les personnages de la fiction sont très peu travaillés, sont pas intéressants, sont juste des images, et ça devient un véritable travail de les re-rendre intéressants, ces personnages. Ils sont temporairement moins intéressants que la caméra qui est devenue la star, ou que l'image toute seule, même l'image de synthèse, l'image qui n'est pas une image enregistrée. C'est un petit peu ce qui définit, si tu veux, ce qu'on appelle le maniérisme, d'une manière très, très, très générale, qui est un petit peu l'état dans lequel le cinéma se trouve en ce moment. Et c'est pour ça que j'étais très frappé, ça donne envie d'écrire un grand article de fond sur le fait qu'il y avait, dans le cinéma actuel, tantôt une tendance à l'ange, à l'angélisme, tantôt une tendance au démon et au mal, au maléfique. Mais qu'entre les deux, le simple fait d'être humain n'était plus une donnée brute du cinéma, une donnée essentielle. Ce, disons, sur quoi travaillait Rossellini, pour prendre quelqu'un d'important. C'est vrai, il y a beaucoup de diables aussi ces jours-ci. Beaucoup, hein. Il y avait quand même quelque chose d'extrêmement intéressant pour moi dans ce film-là, c'est qu'on s'est dit, bon, il y a les anges qui volent, qui sont partout, alors la caméra doit représenter le regard d'ange. C'est ça. Alors on s'est toujours dit, on s'est fait beaucoup de soucis, alors comment est-ce qu'on peut faire bouger la caméra de façon que la caméra traduise ce regard d'ange? Et finalement, c'était jamais ça. C'était jamais avec des moyens techniques, c'était jamais avec les mouvements les plus compliqués qu'on a traduit le regard d'ange. C'était avec les moments les plus simples. C'était un gros plan où il y avait un enfant qui regardait dans la caméra et souriait, que vraiment on a attrapé le regard d'ange. Pas avec les mouvements de grue les plus compliqués, pas avec la luma, pas avec les travelling de 100 mètres. Donc même avec des anges, on a encore le vieux problème, c'est de savoir si c'est purement technique ou si c'est entre guillemets humain. J'ai peur que l'émission soit terminée. On n'a même pas le temps d'aborder le problème de la distribution du film qui se fait en 2 temps. Mais bon, peut-être qu'on en parlera. C'était une avant-première seulement. Oui, c'est une sorte d'avant-première prolongée, mais c'est également un symptôme intéressant de comment on sort les films maintenant, mais ça on en reparlera, je pense, dans l'année.
Je pense que tout le monde aura compris que le film est d'une beauté et d'une complexité non niable. Et donc merci Wim Wenders.